Au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche. Chers amis, bonjour. Vous êtes investis dans votre vie au quotidien, pour vos enfants, pour votre conjoint, dans votre travail, dans votre association, pour les causes qui vous plaisent et qui vous tiennent à cœur. Mais est-ce que vous vivez libre au fond de vous? Est-ce que vous avez vécu cette métamorphose qui consiste à ne plus rien retenir des douleurs du passé et ne plus être envieux de ce qu'il y aurait dans le futur, peut-être demain pour vous? On va en parler aujourd'hui avec nos 3 invités. Bonjour Jen. Bonjour. Alors, donc Jen, tu as un institut de danse, de pole dance, à Saint-Pierre. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour. Voilà, Guy est auteur, musicien. Et Adam, Elisabeth, qui a un projet pour transformer du bois non déraciné en maison, en gîte, sans détruire aucune forêt. Ah, bonjour. Alors, Il faut que tu coupes tout ça, non? Pour quand tu as le bois. Ah, c'est une très bonne question, Guy. C'est une super question. Je sais pas si on aura le temps de toute l'émission pour l'expliquer. Vas-y simplement. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on travaille avec des ingénieurs forestiers qui nous permettent de prélever l'arbre qui est senior, qui devrait normalement, entre guillemets, retomber et relâcher son dioxygène, dans la nature. Donc en fait, on travaille avec un organisme qui nous permet de prélever cet arbre. En fait, c'est de la gestion durable des forêts, c'est comme ça que ça s'appelle, pour pouvoir dégager de ces forêts plus d'oxygène. Donc on a la chance d'avoir cet arbre que sous une condition d'un cycle de minimum 30 ans qui nous certifie que cet arbre-là est senior et que justement, on a le droit de pouvoir aujourd'hui en bénéficier. On ne coupe pas, entre guillemets, directement. Mais l'homme, il est intelligent quand même. Hein. Moi, je trouve que l'homme, il est intelligent. C'est super ça, effectivement. Heureusement qu'il y a des hommes qui réfléchissent. C'est beau parce que tu vois, regarde ce qu'il dit là. Tu sais, tu le dis ça à quelqu'un là. Qu'est-ce que les gens s'en foutent? Il prend le pied-de-monde devant la cour, là, il l'embête, il coupe un coup, il coupe les affaires, il coupe tout. Tu sais, il fait nettoyage la cour. Tu comprends? Mais ce qu'il dit là, c'est tellement beau parce que, tu vois, on prend soin. On prend soin de la nature. On prend soin de notre planète dans laquelle on vit. Et si on n'a pas cette planète, si on la détruit, si on fait n'importe quoi avec notre sentiment compulsif, tu vois, comment on va vivre ensemble sur cette belle planète? On va se détruire les uns les autres. Soyons bien les gars, allons être intelligents. C'est super. C'est vrai que la technologie, quand elle est mise au service de l'homme, avec l'intelligence, elle ne détruit rien, elle ne fait que bâtir, construire et animer la vie parce plus. Que l'homme détient les rênes de la technologie. Mais bien souvent, c'est la technologie qui nous détient. Ouais, comme disait Adam tout à l'heure, à juste titre, on devient possédé par ce que l'on possède. Exactement. Par le téléphone, par une application, par la dernière notification, par la quantité d'argent sur le compte en banque, par le chiffre qui s'affiche ça et là en bourse, ou sur la feuille de notes de votre dernier contrôle ou devoir. Donc on a été éduqués à ça, on a été conditionnés à ça. Comment en sortir? Quels sont les déclics qui nous ont permis à nous transformer, nous métamorphoser? On a vu 2 exemples avec Adam et Jen tout à l'heure. Donc Adam avec la forêt, qu'il a contribué à détruire avant et que maintenant il s'est dit mais non, plus jamais ça, maintenant je veux construire. Avec Jen qui était dans l'industrie de la santé et de la pharmacie et qui maintenant soigne les gens avec la danse, avec le mouvement. Et avec Guy, ici, qui avait une entreprise, qui a une belle aventure entrepreneuriale, comme diraient certains. Voilà. Moi j'ai monté mon entreprise par désespoir. C'est intéressant. Tout le monde rigole. Parce que j'avais une femme qui était très demandante, qui avait besoin de cette sécurité. De l'argent, plus d'argent, encore plus, un peu plus, la belle maison, les rideaux, les jolies choses. La piscine aussi, il fallait. Et moi, c'est par désespoir, je voulais faire plaisir à tout le monde. Donc mes enfants, ils ont eu une belle enfance, si tu veux. On a eu plein d'argent, je dirais pas plein, mais beaucoup d'argent. Tu sais, à l'époque, ils ont fait leurs études dans les grandes écoles à Paris. Ils avaient un petit appartement, chacun, tout le monde était heureux.
Enfin, on croyait qu'ils étaient heureux, mais Heureux, ils avaient entre du guillemets. plaisir. En tout cas, ils avaient du plaisir. Tu Ah, il y vois? avait du plaisir. Ouais, il y avait du plaisir. Et tu vois, ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai trouvé bon de rentrer là-dedans. Parce que ma vie, tu vois, moi j'ai commencé assez jeune quand même de partir comme ça. Déjà à l'âge de 14 ans, je m'évadais de chez moi. Je me retrouvais dans les forêts à la plaine des Palmistes, là-bas, je partais à Bracabo. Tout le monde me cherchait, ils savaient pas aussi. 2 jours plus tard, je retourne. Ah, Guy, il est là, mais qu'est-ce que tu faisais, mon Dieu. Tu m'as raconté cette histoire où tu avais déchiré ta carte d'identité. Ah oui, mais... En fait, tu vois, je suis parti à Paris. Ouais. Parce que, bon, c'est ce que beaucoup de jeunes font à La Réunion. Quand on est à La Réunion, on se dit, bon, peut-être on va connaître un peu mieux le monde. Si on va en France, on va s'épanouir, on va trouver un métier, on va être heureux. Parce qu'on nous demande de réussir, comme tu disais. Ouais. La réussite. Et en fait, je suis arrivé à Paris et j'ai remarqué, j'ai dit quand même, j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans, je regardais tout ça, métro, dodo, boulot, il fallait se lever à 4h du matin, prendre le train, marcher dans le froid. Ouh, ça m'a pas plu. Bon. Quelle vie. Ça te parle, Jen. Ah oui. Et alors, ce que j'ai fait, ça a duré quand même 1 an. Hein. J'ai ramé pendant 1 an, j'ai travaillé à l'EDF. Et au bout d'un moment, j'ai pété un câble. J'ai dit au patron, à mon patron, celui qui s'occupait de moi, écoute, je dis, je m'en vais. Le gars me regarde comme ça, mais comment vous faites, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, vous inquiétez pas. Je suis parti, j'ai pris ma guitare, je suis allé jouer dans les métros, et j'ai gagné de l'argent comme ça. Mais avec beaucoup plus... j'avais pas besoin de me réveiller à 4h du matin, je faisais ça. Et vous savez, j'ai fait ça pendant 10 ans. Quand même. En France. Incroyable. J'ai tourné dans toutes les villes de France, des petits villages, tout ça. J'arrivais le soir dans un village, je prenais, je demandais à quelqu'un, t'as pas un endroit pour dormir là ce soir? Et souvent, je trouvais quelqu'un, il n'y avait pas de problème. Je mangeais, je dormais. J'avais pas cette histoire d'argent dans ma tête. Tu vois, parce que j'avais cette légèreté de rencontrer les gens et toujours ça s'arrangeait. C'était une grande richesse. Bien sûr. Et ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, tu vois. Et de savoir, en fait, que tout le monde, on aspire à ça. On aspire à ce bonheur, en fait. On aspire à cette liberté. C'est pas tant le travail, parce que j'avais pas peur de travailler, moi. Mais je voulais pas travailler parce que pour avoir de l'argent, pour avoir du plaisir, et puis après m'apercevoir que j'en avais encore pas assez. J'étais toujours insatisfait, en fait. Et c'est pour ça que je suis resté comme ça sur les routes pendant 10 ans. J'ai tourné, je suis parti en Inde, je suis parti en Afrique. Toujours dans le même esprit avec ma guitare, avec mes chansons. Les 2 chansons que je connaissais, parce que je connaissais pas beaucoup de chansons. En plus, pendant 10 ans, hein, c'est bien. Il s'était bien aussi longtemps. Je ne le dis à personne. Regarde. Et en fait, je suis arrivé d'ailleurs, des fois, j'arrivais devant des restaurants, je jouais comme ça. Il y a un gars qui m'a donné 500 francs à l'époque. À l'époque, 500 francs, c'était beaucoup de choses. Hein. Hein? Il m'a donné un billet de 500 francs. Il m'a dit, va-t'en parce que tu nous énerves. Je comprends mieux alors pourquoi t'as tenu 10 ans. Bon, maintenant j'ai fait des progrès, mais j'ose pas non plus rechanter devant les gens. Mais en fait, non, c'est une période de ma vie où j'ai beaucoup appris à être ce que j'étais, pas ce que les gens voulaient que je sois, tu vois. Et finalement, tu vois, je suis arrivé en Inde, j'ai rencontré une fille, j'avais pas un mot d'anglais, et je savais dire I love you. C'est le plus important quand on rencontre une fille. J'ai dit I love you. Mon Dieu Seigneur, on est restés ensemble 28 ans, on a eu des enfants, 5 enfants, tu vois. Et ça s'est fini comme ça parce que j'étais obligé de faire une entreprise, j'étais obligé d'avoir plein de trucs dans la tête, des tracasseries et tout ça. Et la musique s'est arrêtée à ce moment-là. Il n'y avait plus de musique. Plus de musique dans les rues, plus de vagabondage, plus de joie, tu vois. Parce qu'il fallait faire ça. Il fallait s'occuper de quelqu'un, des gens, pour leur donner la sécurité. Et moi, je sais que cette sécurité n'existe pas.
Mais je l'ai fait parce que, bon, on a besoin d'être compatissant quand même, parce que autrement, on vit dans une société, on doit manger, dormir, se vêtir, oui, bien sûr. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est OK, on le fait, c'est OK. Il faut le faire. OK? Mais quand ça devient pour toi la chose la plus importante, et tu te casses la tête, et toute ta vie devient un enfer pour faire subsister ça, c'est un cauchemar. Les gens le savent. Tu sais, les gens nous écoutent là. Ouais. Ils le savent, ça. Ils le savent au fond d'eux. C'est un cauchemar, tout ça. Bien sûr. Parce qu'on veut quelque chose qu'on n'a pas et on n'est jamais satisfait. Au lieu de vivre avec les choses qu'on a juste besoin. Un petit toit pour dormir, un petit vêtement, un petit peu de carisoso, je sais pas, un petit carré de Jacques, une affaire comme ça, quoi. Ouais. Tu vois? On a besoin de cette simplicité pour pouvoir se prendre conscience que nous avons déjà tout ce qui est utile pour être heureux. Ouais. Et qu'il n'y a pas à aller à chercher plus loin. Non. Malheureusement, on veut plus. Et comme on veut plus, on obtient plus. Et on construit notre tour d'ivoire. Et à un moment donné, cette tour est fragilisée. Parce qu'il faut l'entretenir, mine de rien. Et il va falloir l'entretenir, payer pour. Et comme disait Dormesson, l'académicien, feu l'académicien, j'ai vécu dans 2 châteaux et à un moment donné, on n'avait plus de quoi payer la réfection des châteaux. C'était trop cher à entretenir. Comme dirait Thomas d'Azambrossi, il a son château, mais c'est cher à entretenir. Donc faut vendre, faut rentrer dans le capitalisme pour entretenir ce qu'on a accumulé pendant des siècles. Alors que si on le partage, si on le donne intelligemment, sans retenir à l'excès pour soi, c'est clair que là, il y a quelque chose qui se passe. Jen, tu voulais parler? Oui, je pense sincèrement qu'il y a un moment dans notre vie où on est prêt, en fait, à accueillir le changement et que tout ce que nous vivons, en fait, tous les obstacles, tous les grands malheurs que nous pouvons vivre dans notre vie, c'est pour mieux nous préparer, en fait, à accueillir ce changement. Effectivement. Donc, il ne faut pas finalement s'en vouloir d'avoir, comme vous dites, fait ce que votre femme attendait de vous, puisque finalement, c'était, je pense, un passage obligé pour mieux revenir vers vos vraies valeurs et ce que vous aviez vraiment envie d'investir dans ce monde. Et justement, j'ai un mot pour toutes les personnes qui souffrent actuellement parce qu'ils sont dans des phases difficiles, dans des moments difficiles de leur vie, juste après un divorce, ou qui se retrouvent seuls avec leur enfant, enceintes, seuls, ou abandonnés, ou qui viennent de perdre leurs parents. Il y a plein de souffrances tous les jours autour de nous. Il n'y a pas besoin d'aller voir en Afrique les enfants qui meurent de faim. Il y a tout autour de nous, tous les jours, des gens qui souffrent terriblement. Et j'aimerais dire à ces gens, en fait, que c'est qu'une période pour justement sortir de sa chrysalide. On en parlait de la chrysalide. Et pour de devenir ce papillon. Mais pour ça, il faut vraiment justement profiter de ce moment où on souffre, pour vraiment être à l'écoute de soi, en fait, et aller vraiment chercher au plus profond de soi ce qu'on veut, plutôt que d'aller chercher à s'accrocher à tout ce qu'on nous présente dans la société pour être comme tout le monde et faire comme tout le monde. Je pense que les fois où on se sent mal dans sa vie, c'est le moment où justement on vous dit « Attention, réveille-toi ». Secoue-toi, il se passe quelque chose, c'est maintenant pour toi, il faut te réveiller pour sortir de ta chrysalide. Et une fois que tu es réveillé? Et bien, une fois que tu es réveillé et que tu es en paix avec toi-même, ben, tu n'as plus qu'à aider les autres à se réveiller. Ouais. Je pense que, tu vois, c'est là, à ce moment, que la vie commence pour toi, la vraie vie. C'est vrai. Là, tu vis la vie. Tu ne vis plus le cauchemar. Tu ne vis plus tes envies. Tu ne vis plus tes désirs. Parce que tant qu'on passe à travers ces événements, comme tu dis, on est dans un flou, on est dans l'obsession, on est dans l'envie, on a envie de quelque chose qui nous donne de la gaieté, tu vois. Et ça, c'est le problème, parce que ça, ce que tu viens de dire là, et je suis d'accord avec toi, c'est que tout ça, nous, les hommes, les êtres humains, on l'a fait depuis des millions d'années. Et ça dure encore aujourd'hui. Moi, je dis, ok, il faut apprendre, mais au bout d'un moment, arrête. Il faut commencer il faut monter de classe, quoi. Il faut changer de classe, quoi. Tu vois? Et c'est ça. Je dis pas que c'est pas facile, c'est pas difficile. Je crois que c'est les deux. C'est difficile et pas difficile. Hein? Parce qu'en fait, il suffit juste de voir que tu n'es pas malheureux, que tu n'es pas heureux, que tu n'as rien, en fait. Que tu vas arriver devant la tombe en te disant, mais
et tu regarderas derrière, tu dis, mais c'est quoi la vie finalement? Est-ce que tu voudrais arriver à la tombe dans cette manière? Avant d'arriver à la tombe, il faut vivre. Il faut trouver ça. Et tu vois, moi je dirais que le temps, quelquefois, nous les êtres humains, parce qu'on dit, on n'est pas prêt, on se donne des excuses. On dit, demain je le ferai. Parce qu'il y a une petite peur, j'ai trop peur, je ne veux pas, tu vois. Et je crois que la vie elle-même que nous avons choisie, elle nous donne les excuses. Et tu vois, je dis ça parce que ça peut faire réveiller encore plus. Tu vois, que notre vie, c'est quelque chose d'extraordinairement beau. C'est pas quelque chose qu'on est stagné avec et qu'on doit toujours combattre pour trouver un bonheur. Il y a pas. Et d'ailleurs, ce qu'on trouve n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est quand tu ne cherches plus. C'est très beau ce que tu dis, Guy. C'est vrai que c'est l'homme, c'est autoproclamé vraiment sapiens, entre guillemets, qu'on est savant. On a cité en amont que l'homme est intelligent, ce que tu m'as dit quand il coupe l'arme. Sache que la nature l'est longtemps plus que nous. Bien sûr. Et si on regarde là, en termes de réseau, si on peut dire le meilleur réseau Internet, est-ce que vous savez c'est lequel aujourd'hui? Non. C'est l'enracinement réellement grâce au mycélium, l'enracinement, ce qu'on ne voit pas, entre tous les réellement interconnexions de l'écosystème. Nous, on pourrait, comme on a cité, on voit un arbre. On le sectorise, l'homme est très comme ça à sectoriser les choses. On voit un arbre. En fait, c'est tout un écosystème, une famille qui est présente et qui communique à travers toute cette racine-là. C'est cette communication que, entre guillemets, on peut matérialiser aujourd'hui sous une forme d'Internet, etc. Mais que la nature fait déjà depuis bien longtemps avant nous. Donc quand on regarde tout ça là, on revient maintenant à notre vie à nous. Ce que je pense, parler en termes de musique qui vibre en nous, si je peux t'exprimer ça comme ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on quitte cette terre-là, on sait déjà qu'on va pas partir avec... ce qu'on a fait comme crédit, cette Porsche, cette voiture, cette piscine, cette villa. On part, quand quelqu'un part, on ne disait pas qu'on venait chez lui, c'était bien, on faisait des belles grillades. Non, on parle de l'action de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Et je pense que c'est là où il faudrait qu'on puisse remettre un peu de sens, comme on expliquait là. Ne pas voir tout le temps la métropole comme l'Eldorado, où on aura un schéma de réussite, où justement il faut passer par cette case-là. Je pense qu'ici à La Réunion, il y a déjà beaucoup de richesses. Et que justement, sur un petit territoire aussi condensé, il faudrait qu'on puisse prendre conscience et mettre en termes d'action justement ce qu'on représente, non pas sur un simple slogan, label, et qu'on le cite juste et on ne le met pas en action. Il faudrait vraiment qu'on puisse comprendre ici, en termes de label du vivre ensemble. Vous savez que sur la carte, là, on est à peine un point de stylo. On ne voit pas pourtant combien de records mondiaux, ce melting pot de cultures, de personnes qui sont sur un seul territoire. Si on parlait réellement de la richesse de cette biodiversité, on n'aurait pas assez de l'émission pour l'expliquer. Il serait bien de pouvoir condenser tout ça et faire en sorte qu'on puisse, petit comme grand aujourd'hui, pouvoir être actionné et ne pas être esclave justement excusez-moi Guy, juste pour pas être esclave, c'est vrai, des conditions peut-être que ce que l'État pourrait nous donner par mois et consommer, c'est les soldes, et effectivement je suis heureux parce que là c'est les fêtes qui arrivent, il faut que j'ai mon carton de champagne ou je ne sais pas quoi, qui correspond au standing de ce qu'est les fêtes. C'est ça. Faudrait peut-être changer ce paradigme-là, et je pense qu'ici, en point de stylo qu'on est, humain comme tu cites, il serait bien de donner ce sens-là encore une fois, en termes de race, de travailler encore une fois ensemble. Ouais. Et je crois que, tu vois, cette émission, ce que tu viens de dire là, c'est essentiel, parce que, tu vois, en parlant comme ça, ensemble, tous les quatre, je crois qu'on donne... Des fois, on a besoin de parler comme ça, ensemble, même pas seulement ici, mais dans nos familles, avec nos amis, dans une discussion autour d'un verre, tout ça. Mais parler comme ça profondément, parce que quand on parle comme ça, il y a quelque chose qui est vrai, qui va surgir de notre discussion. Et quand on sait que c'est vrai, tu vois, ce que tu dis là, ça résonne en moi, tu vois, je sais que c'est ça. Et donc, on va repartir avec quelque chose de plus. On sera enrichi de tout ce qu'on a vécu ensemble, tu vois. Et c'est ça qui fait que le monde peut changer. C'est que le problème, il ne va pas changer si on est isolés les uns les autres dans notre petite bulle, individualisée, dans notre petite voiture, avec mes affaires, mon argent, ma maison, mes affaires. Elle ne va pas changer. Il faut qu'on sorte de là. C'est vrai. Ça se voit en famille, quand on se divise, le jeune regarde le vieux et regarde ce vieux con. Regarde, il n'a rien compris de sa vie, et le vieux regarde le jeune et dit regarde, ce jeune con. Il fait n'importe quoi de sa vie. Et on est en famille, on se rassemble dans les rassemblements familiaux, et puis on a des conversations qui ne riment à rien. Les uns parlent derrière les autres. Ici, à La Réunion, on appelle ça les l'a dit, l'a fait.
Voilà. Au début, j'ai cru que c'était des notes de musique. Excellent. Do, ré, mi, fa, sol, la, di, la, fait. Mais c'est des notes de musique. Au début, ça commence avec de la bonne musique, on va se rencontrer, tout ça, et puis là, mais qu'est-ce qui se passe, bordel, ici? Et du coup, on se retrouve dans du conflit terrifiant. Exactement. Donc, moi, il y a un moment dans ma vie où j'ai eu un déclic comme ça. On était rassemblés, il y avait mes tantes et mes oncles. Mon père était au téléphone dans son business, en train de vendre. Et mon oncle parlait. Il parlait de la bourse, il parlait des taux d'intérêt, il parlait de comment investir, etc. Les femmes écoutaient sagement en Iran. C'était en Iran. Ah oui, c'est ça que les femmes. Ouais, elles avaient fait la cuisine, elles s'étaient donné à fond pour faire la cuisine. Et puis à un moment donné, moi, ça me saoule en fait. Donc du coup, je me lève et puis je vais dans la cuisine avec les femmes. Et je vais cuisiner avec elles. Alors c'était très intéressant, hein, elles avaient fait des choses très intéressantes. Et puis on était en train de faire quelque chose concrètement, tu vois. Et puis en revenant à table, j'avais apporté moi-même mon thé. Parce que je refusais qu'une femme vienne m'apporter le thé et je voulais l'apporter moi-même. Puis en apportant le plateau pour mon oncle et les autres. Madame Farzad, tu as raté une partie intéressante de la conversation. Je dis non, mon oncle, j'ai rien raté du tout. Pendant que tu parlais, il y avait la télé qui était allumée. Et il y a eu au moins 5 publicités pour 5 banques différentes qui sont passées dans cette télé. Et moi, ce que j'ai vu, c'est l'information de cette télé passer dans ton cerveau, de ton cerveau à ta parole au cerveau de nos descendants. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas l'intérêt des banques. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous viviez, vous, dans votre village qui s'appelait les terres de l'âme. Comment vous faisiez pour planter des arbres, pour récolter de l'eau pendant la sécheresse en plein désert. Comment vous cultiviez la pistache? Qu'est-ce que vous cuisiniez à l'époque? Comment est-ce que vous répariez vos outils? Comment on se configurait le vivre ensemble? Parce que j'ai entendu dire de ma mère que nous avions un arrière-grand-père très sage, très aimant envers les femmes et qui avait un style de vie quand même qui dépasse en confort tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a aujourd'hui, malgré nos technologies, malgré le lave-linge, le lave-vaisselle, le lave-tout, quoi. Et alors, il commence à raconter, il me dit, mais par où tu veux que je commence? Par où tu veux que je commence? Je lui dis, mais où tu veux. Raconte-moi un truc que tu as vécu, qu'on n'a jamais vécu. Il commence à raconter une recette de cuisine, et il oublie à un moment donné. Pourquoi? Parce que lui, c'est un architecte. Il est allé aux États-Unis, il a oublié tout ça. Il a fait des études en ingénierie civile, et là, il y a ma tante qui se lève, qui va à côté de son époux. La première fois de ma vie que je vois ça, d'habitude ils sont séparés. Elle s'assoit juste à côté, elle dit, tu te rappelles comment on faisait? Puis elle commence à raconter comme ça. Et puis là, il y a la famille qui se rassemble tout d'un coup à écouter comme ça, à en verser des larmes, quoi. Dis, mais oui, on cuisinait comme ça, on avait des moutons, on avait ceci, et puis on continuait à vivre. Je dis, mais les conflits, comment est-ce que vous les régliez? Ah, mais on se parlait beaucoup plus souvent. Et puis, on ne rejetait personne n'était mis dans un coin de la rue. Il n'y avait pas de misère, il y avait de la pauvreté. Il y avait parfois des moments où fallait se serrer la ceinture, mais il n'y avait jamais quelqu'un sans toit, sans aucune nourriture ou sans aucun vêtement. On prenait soin les uns des autres. Et moi, aujourd'hui, quand je suis en France et que j'entends les politocards qu'on a qui passent à la télé et qui nous parlent de vivre ensemble, et que j'ai ça comme témoignage derrière, qui sont les mêmes témoignages que raconte Pierre Rabhi, que racontent les Français aujourd'hui dans les campagnes, et qu'on a perdu, bon sang. Je me dis quand même, il y a une distance qu'on a créée, et cette distance, je sens qu'aujourd'hui, on est dans une phase de déclic. On est en train de voir que tous ces investisseurs, banques, assurances, compagnies, qui vendent de l'entrepreneuriat à la chaîne, qui vendent de la création d'entreprise pour les gens, de la réussite en mode champagne, Porsche et compagnie, eh ben, on est de plus en plus nombreux à ne plus y croire à ce truc-là. Et en n'y croyant plus, en ayant ce déclic, on construit d'ores et déjà sur ce plateau, chacun dans sa maison, dans son jardin, dans ses affaires, ce monde où il y a un vrai vivre ensemble. C'est très beau ce que tu dis, Farzad. Je pense qu'on cite justement là, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Et on revient encore une fois sur une tradition. Qu'est-ce que la richesse aussi? Là, on parle de tradition orale. Et tu parlais justement d'une pub qui est très éphémère, encore une fois, des données qui sont éphémères pour
pourquoi on le fait, etc. Soi-disant, ça pourrait être intéressant autour de la table. Ah, tu as vu le pourcentage, encore une fois, là, on est sur une crise. Tout est volatile. Si on reste focus sur ça, on passera à côté de l'objectif. Et la vraie richesse, c'est cet échange aussi. Cet échange réellement intergénérationnel, où il y a un lien entre justement les générations, la vraie connaissance et une communication. C'est triste de voir aujourd'hui de ma génération qu'on a tant d'outils pour communiquer et qu'aujourd'hui on ne le fait plus. Alors qu'avant, avec peut-être une simple lettre, il y avait une restriction sur l'orthographe, tu pouvais pas écrire ce que tu voulais. Aujourd'hui, on peut rentrer en contact de manière très simple, en visio, etc. Et il n'y a plus cet échange. Comment ça se fait on peut être plus proche et on s'éloigne? Il y a une discordance avec tout ça. Et c'est là où c'est important, ce regroupement, se retrouver aussi ensemble. Il y a une peur du contact, il y a un manque de naturel dans la rencontre qu'on a les uns avec les autres. Avant, quelqu'un qui s'intéressait à la lutherie, il venait voir son grand-père ou l'ami de son grand-père, et puis il le voyait faire, et puis ça lui passionnait, et puis il commençait à faire, et le métier se transmettait. Et aujourd'hui, tout le monde s'en tape du luthier. Il est en train de se crever au fond du tampon. Mais pourquoi on en est tout le monde comme s'en ça fout du métier qui est en train de disparaître. Tout le monde glorifie celui qui a le plus d'argent, le Mark Zuckerberg, le Jeff Bezos, etc. Et on perd ce qu'on a de plus précieux. Et ce serait intéressant de savoir pourquoi on l'a perdu. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ça vous dirait qu'on en parle dans l'émission suivante? On arrive à la fin de notre quota d'heure. Voilà, On en parle? On en parlera. D'accord, avec joie. Chers amis, si vous êtes avec nous pour la prochaine émission, sachez que on avance ensemble, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'on ait perdu, de toute façon, un jour ou l'autre, comme le ballon d'or que l'enfant perd un jour, il le retrouve pour vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.